Comment une voiture à 6 000 € a sauvé Renault du désastre? Le cas Dacia. Le pari à 6 000 €, l'arme secrète qui a empêché Renault de sombrer. 6 000 €, c'est le prix d'un pari jugé impossible. Au début des années 2000, alors que Renault s'enfonce dans une crise financière avec ses modèles haut de gamme, le groupe confie une mission suicidaire à sa nouvelle filiale roumaine, Dacia. L'objectif? Concevoir une voiture familiale moderne, fiable et rentable, pour moins de 6 000 €. Ce pari n'a pas seulement réussi, il a sauvé Renault du désastre. En 2023, la voiture la plus achetée par les particuliers en Europe n'est pas une Golf, ni une allemande premium. C'est la Dacia Sandero, une citadine roumaine vendue autour de 13 000 € selon les marchés. Ce n'est pas un coup de chance. C'est le symptôme d'une attente claire du public. Payer le juste prix pour un outil simple, fiable et spacieux. Ce succès est d'autant plus spectaculaire qu'il trouve sa source dans une crise profonde. Au début des années 2000, Renault s'égare vers le haut de gamme. La Velle Satis déroute le marché et l'Avantime, ce coupé monospace audacieux, s'arrête net après 8 557 exemplaires. L'hémorragie financière est réelle et le cœur de clientèle se délite. C'est dans ce contexte critique que le groupe prend, en 1999, une décision que beaucoup jugent incompréhensible: racheter Dacia, un constructeur roumain encore associé à l'ère communiste. La presse européenne doute, s'interroge sur la viabilité industrielle et l'image. 25 ans plus tard, ce pari s'est transformé en moteur de profit et en boussole stratégique pour l'ensemble du groupe. Car ce pari a forcé Renault à assumer une idée d'une simplicité désarmante. Des voitures honnêtes, à des prix honnêtes. Pendant que les grands noms du haut de gamme ajustent leur stratégie électrique avec des marges sous pression et que Stellantis tente d'orchestrer un vaste ensemble de marques, Renault prospère. Pas d'abonnement pour des fonctions basiques, pas de faux premium, pas de surenchère technologique superflue, juste l'essentiel, bien fait. Dacia a imposé une vérité dérangeante pour une industrie obsédée par l'esbrouf. Lorsque l'offre reste honnête, durable et sans chichi, le client répond présent. La Sandero en est la démonstration la plus visible. Elle ouvre notre récit et explique pourquoi, chez Renault, l'option la plus simple est devenue la plus solide. En 2004, la mission confiée à Dacia par Renault ressemble à une provocation. Concevoir une voiture moderne, fiable et rentable, pour 5 000 €. L'industrie occidentale, obsédée par la montée en gamme, hausse les épaules. À ce prix, disent les experts, on ne peut rien faire. Ni respecter les normes, ni proposer un produit décent. Dacia va prouver le contraire. La Logan, son arme, n'est pas seulement bon marché, elle est conceptuellement révolutionnaire. Pour y parvenir, Dacia n'applique pas une simple réduction des coûts, elle pratique une ingénierie à rebours. La question n'est pas « que peut-on ajouter ?», mais « qu'est-ce qui est strictement indispensable ?» La réponse est radicale. Les versions de base n'ont ni direction assistée, ni climatisation, ni verrouillage centralisé. Les vitres sont manuelles, l'insonorisation est minimale. Mais l'essentiel est là, et il est indéniable. 5 vraies places, des moteurs Renault éprouvés et un coffre colossal de 510 litres. Cette obsession de la fonction pure irrigue chaque détail. Les poignées de porte sont identiques à l'avant et à l'arrière pour diviser les coûts de moulage. La planche de bord est un simple plastique injecté, conçu pour durer, pas pour impressionner. Chaque choix privilégie la robustesse et la réparabilité sur la sophistication. Le résultat est une auto transparente, sans artifice, une promesse honnête. Le lancement en Europe de l'Ouest, en 2005, prend l'industrie à contre-pied. Les analystes prédisaient un échec. Personne dans les pays riches ne voudra d'une voiture aussi simple. Ils avaient tort. La demande explose. En France, plus de 100 000 unités s'écoulent dès la première année pleine. L'Allemagne, pourtant si réfractaire, achète. Les listes d'attente s'allongent. Dacia n'a pas seulement vendu une voiture, elle a révélé un marché que l'industrie refusait de voir. Et le profit? Dès le départ, la structure est frugale mais positive. Les marges sont modestes, estimées entre 3 et 5%, mais elles sont réelles. Chaque voiture vendue alimente les résultats de Renault. Là où l'industrie premium court après la marge en vendant des finitions Sportline ou des fonctions verrouillées par abonnement, Dacia prouve qu'un autre modèle existe. Une mécanique simple, qui fonctionne et qui rapporte. La force de Dacia ne réside pas seulement dans son prix de vente.
Elle réside dans son refus obsessionnel de la complexité. Cette philosophie s'appuie sur des composants éprouvés. Le système média-nav des Dacia n'a rien de clinquant, mais il fait ce qu'on lui demande. Sans mises à jour mensuelles, sans bugs, sans couches logicielles inutiles. Là où les marques allemandes courent après la dernière nouveauté, parfois instable, Dacia privilégie ce qui fonctionne dans la durée. C'est un choix délibéré contre l'obsolescence programmée. Dacia utilise des chaînes de distribution robustes, pas des courroies dans l'huile notoirement fragiles, des moteurs turbo éprouvés, pas des micro-hybrides compliqués, des boîtes manuelles fiables, pas des doubles embrayages capricieux. L'objectif est limpide, durer et rester réparable avec des outils basiques. La Sandero est la matérialisation de cette promesse. La dernière génération, lancée en 2021, modernise la ligne sans trahir l'ADN. Pour un prix d'attaque autour de 11 000 à 13 000 €, elle offre un espace intérieur qui rivalise avec des compacts 2 fois plus chers. L'écart de prix, à équipement égal, devient alors une démonstration. Une Sandero Stepway, toutes options, climatisation, écran tactile, radar, tourne autour de 16 000 à 18 000 €. En face, une BMW série 1 d'entrée de gamme, souvent dépouillée, démarre à 32 000 €. La différence n'est pas qu'un tarif, c'est une équation de valeur. Dacia offre l'essentiel, sans surcoût déguisé. Et le public répond. Le succès de la Sandero en 2023, en tête des ventes aux particuliers en Europe, n'est pas un accident. Les chiffres le confirment. Elle se maintient régulièrement dans le top 5 européen. Mais ce n'est pas le prix bas qui gagne, c'est le coût de possession totale. Fiabilité correcte, entretien abordable, assurance modérée. Dacia ne vend pas une promesse marketing, elle livre une valeur tangible au quotidien. L'importance de Dacia pour Renault n'est pas comptable, elle est stratégique. C'est le bouclier anti-crise du groupe. Bien que la répartition des profits soit confidentielle, les analystes s'accordent, la marque pèse bien plus lourd dans les résultats que son volume ne le suggère. Sa véritable valeur se révèle lorsque l'économie se grippe. Premier test, la crise financière de 2008. Le marché haut de gamme s'effondre. Les immatriculations premium plongent. Dacia, elle, progresse. Les acheteurs, brutalement revenus à la raison budgétaire, se tournent vers une valeur sûre. Cette dynamique contre-cyclique apporte une visibilité vitale à Renault au moment précis où beaucoup de ses concurrents vacillent. Deuxième test, 2020. La pandémie et la pénurie de semi-conducteurs. L'industrie mondiale est à l'arrêt. Les modèles complexes, gavés d'électronique de pointe, restent bloqués sur les parkings, en attente de centaines de puces introuvables. Dacia, elle, continue de produire. Ses voitures, plus simples, moins gourmandes en composants stratégiques, sortent des usines. Là où les showrooms se vident, Dacia continue de livrer. Ce n'est pas un miracle, c'est du pragmatisme. Troisième test, l'inflation généralisée. Face à un pouvoir d'achat contraint, l'arbitrage du public est radical. Une voiture neuve fiable autour de 13 000 € devient plus désirable qu'une alternative à 40 000 €, truffée d'options peu utilisées. Résultat, Dacia voit ses volumes progresser quand plusieurs marques premium reculent. L'effet le plus profond est culturel. Au sein même de Renault, la simplicité bien pensée n'est plus vue comme une régression. C'est devenu un modèle économique durable. Dacia a simplement rappelé à l'industrie une évidence oubliée. Dans les périodes difficiles, l'honnêteté du produit et la maîtrise des coûts valent mieux que la surenchère. Et pour Renault, cette leçon s'est transformée en une stabilité précieuse. Vue d'Allemagne, Dacia n'est pas une anomalie. C'est une impossibilité stratégique. Là où l'ingénierie allemande ajoute méthodiquement des couches de technologie pour justifier des tarifs en hausse, Dacia gagne en simplifiant. Là où les Allemands tractent la marge unitaire, Dacia s'empare du volume. Cette inversion des priorités ne fait pas que désorienter l'industrie allemande. Elle la paralyse. Car le fossé n'est pas seulement philosophique, il est structurel. L'écart des coûts est abyssal. Les usines allemandes, avec des salaires moyens dépassant 60 000 € annuels, ne peuvent rivaliser avec une main-d'œuvre roumaine optimisée. À cela s'ajoute une culture d'ingénierie qui s'oblige à la sophistication, là où Dacia traque l'indispensable. Enfin, les budgets marketing premium pèsent des milliards. Dacia s'appuie sur la recommandation. Volkswagen a tenté la riposte par le bas. Le nom du projet, la Up, une mini citadine censée incarner l'accès à la marque.
Problème, même vendue budget, la Up s'affichait entre 13 000 et 15 000 euros pour une auto minuscule. En face, Dacia proposait une Sandero, bien plus grande, à un prix comparable. Le résultat fut prévisible. L'écart de valeur était trop visible. La Up a disparu de nombreux marchés. Quant à BMW et Mercedes, ils ne peuvent même pas descendre sur ce terrain. Leur modèle économique l'interdit. C'est une prison dorée. Leurs marges unitaires colossales sont vitales pour financer la R&D, l'outillage complexe et le prestige du réseau. Gagner peu sur chaque voiture est impossible quand il faut couvrir autant de charges. Dacia, à l'inverse, prospère sur des marges modestes mais régulières. En réalité, derrière l'économie, le blocage est identitaire. Les marques allemandes se définissent par le premium et le plaisir de conduire. Reconnaître que des millions de conducteurs recherchent avant tout un transport fiable et abordable. C'est bousculer tout leur imaginaire de marque. La recette Dacia est si difficile à imiter car elle exigerait des géants allemands qu'ils renient des décennies de positionnement. Le Jogger, lancé en 2022, est la conquête d'un territoire abandonné par l'industrie. Le constat de Dacia est simple. L'industrie, dans sa course au premium, a décidé que les véhicules 7 places devaient être des SUV lourds et suréquipés, vendus à partir de 35 000 euros ou plus. Ce faisant, elle a exclu des millions de familles du marché du neuf. Dacia a vu ce vide et l'a comblé. La marque a cassé le plafond de verre tarifaire en proposant 7 vraies places pour un prix d'attaque autour de 15 000 à 17 000 euros. Le Jogger n'est pas un slogan. C'est le 7 places le plus abordable d'Europe et il remet à portée de budget un format devenu inaccessible. La méthode est fidèle à l'ADN maison. Pourquoi créer une plateforme spécifique? Dacia prend la CMFB, partagée avec Renault, l'allonge intelligemment et y greffe une troisième rangée. Moins de R&D, moins d'outillage, mise sur le marché accéléré. Le résultat est prosaïque, mais redoutablement efficace. Un habitacle modulable, un volume utile conséquent et une mécanique simple. Cette logique s'étend au moteur. Là où la concurrence impose des hybrides rechargeables complexes et chers, Dacia répond par une version GPL bicarburation. Ce n'est ni spectaculaire, ni high-tech. C'est une solution éprouvée, immédiatement économique à l'usage et qui n'ajoute aucune fragilité technique. La réponse du marché fut immédiate. Les commandes ont dépassé les attentes, attirant un public large. Des familles qui ne pouvaient plus s'offrir un 7 places neuf, mais aussi des artisans y voyant un outil pratique. La proposition de valeur est une mise en échec de la concurrence. Pourquoi acheter un monospace d'occasion déjà fatigué quand un Jogger neuf coûte le même prix? Rien de luxueux ici. Et c'est le point. Les propriétaires saluent l'espace et le rapport coût sur usage. Dans un segment saturé d'offres sophistiquées, Dacia n'a pas cherché à rivaliser. Elle a simplement rendu les 7 places à nouveau accessibles. En 2021, Dacia s'attaque au marché le plus complexe, l'électrique. La recette maison est appliquée à la lettre. Être brutalement honnête sur les capacités du produit et le proposer au prix le plus bas possible. Là où l'industrie mise sur des SUV électriques à 50 000 euros, Dacia lance la Spring. C'est l'EV le plus abordable d'Europe, s'affichant autour de 20 000 euros après Z. La promesse est immédiate. C'est une pure citadine, pas une démonstration technologique. Et cette voiture ne ment pas. L'autonomie? 230 km annoncés. Le moteur? 44 chevaux. Les performances sont modestes, car elles sont suffisantes pour l'usage auquel elles se destinent. Les trajets urbains et périurbains. Ce réalisme clinique évite la déception. La Spring n'a pas vocation à avaler l'autoroute. Elle a vocation à rendre l'électrique possible pour des conducteurs qui, jusque-là, en étaient financièrement exclus. Pour tenir ce prix, il n'y a pas de miracle. Il y a un choix industriel assumé, la production en Chine via le partenariat avec Dongfeng. Le choix n'a rien d'idéologique, il est purement économique. Abaisser les coûts fixes pour tenir l'étiquette. Quand certains critiquent à l'approche, Dacia répond par l'objectif. Démocratiser l'électrique. L'essentiel prime sur l'apparat. Les ventes ne créent pas le buzz. Elles s'installent. Elles sont portées par un public précis, des acheteurs pour qui la Spring est la première voiture électrique. Ils la choisissent parce qu'elle entre, enfin, dans leur budget. Dacia ne cherche pas à se mesurer à Tesla ou à une compacte suréquipée. Dacia crée son propre sous-segment, celui de l'EV urbain, réellement accessible. La Spring est une preuve. L'électrique n'a pas besoin d'être complexe pour être utile.
Pendant que l'industrie s'épuise dans la course aux 500 km d'autonomie et aux assistances superflues, Dacia rappelle un principe de bon sens. Si l'usage est urbain, la sobriété et le coût d'accès importent plus que la surenchère technique. C'est la même philosophie que le thermique, appliqué à la batterie. Sur le papier, faire une Dacia semble simple. Dans la réalité, le modèle est inimitable, car les concurrents sont paralysés. Ils sont d'abord paralysés par leur propre structure. Chez Stellantis, 14 marques cohabitent dans une hiérarchie fragile. Lancer une véritable marque essentielle provoquerait une cannibalisation interne immédiate. Même dilemme chez Volkswagen Group. Une voiture réellement bon marché déstabiliserait toute l'échelle de prix du groupe. Les équilibres politiques internes priment sur l'audace tarifaire. Ils sont ensuite paralysés par leur stratégie. Les constructeurs chinois, pourtant avantagés par leurs coûts, ne veulent pas de l'étiquette low cost en Europe. Ils cherchent la reconnaissance technologique. Quant aux Allemands, comme nous l'avons vu, leur structure de coûts et leur culture du premium leur interdisent de produire à 10 000 €. Mais le frein le plus puissant n'est ni industriel ni politique, il est psychologique. Admettre que Dacia gagne, c'est admettre que le basique bat le complexe. C'est reconnaître que d'innombrables fonctions et surcouches logicielles, vendues à prix d'or depuis des années, n'apportent peut-être aucune valeur réelle. Pour l'industrie, il est psychologiquement plus simple de caricaturer l'acheteur Dacia en chasseur de prix que d'accepter qu'il fait un choix profondément rationnel. Et c'est là que réside le seul véritable danger pour Dacia, Renault lui-même. La tentation de tirer Dacia vers le haut, de la faire monter en gamme. L'histoire de l'industrie est claire. Les marques de valeur qui flirtent avec le premium perdent leur atout majeur, sans jamais gagner la clientèle d'en face. La force de Dacia, ce qui la rend inimitable, tient à sa clarté absolue. Des voitures honnêtes à des prix honnêtes. Le succès est acquis, mais le modèle Dacia fait maintenant face à son test de résistance ultime. L'étau se resserre. La pression vient d'en haut. Les normes. Euro 7. Exigences de sécurité accrues. Électrification obligatoire. Chaque nouvelle régulation ajoute des coûts structurels. Tenir des prix bas devient un défi quotidien. La question n'est plus de savoir si la philosophie Dacia est pertinente. La question est de savoir si elle peut survivre à l'inflation réglementaire sans diluer sa promesse. La pression vient d'en bas, la concurrence. L'assaut chinois est frontal. Des acteurs comme MG, propriété de SAIC, appliquent une recette similaire. Tarifs serrés, mais avec une qualité en progrès constant. L'avantage d'être le champion incontesté de la valeur s'effrite mécaniquement. C'est dans ce contexte que Dacia lance son plus grand pari, le Bigster, attendu en 2025. Il arrive sur le terrain le plus saturé d'Europe, celui des SUV compacts, déjà investis par des offres chinoises agressives. Rien n'est acquis. Le succès dépendra d'un dosage chirurgical entre espace, prix et simplicité, sans céder aux sirènes de la sophistication. Pour garder l'initiative, Dacia devra miser sur ce qui ne se copie pas en 6 mois. Un réseau de distribution dense, une disponibilité de pièces rapides et une confiance de marque bâtie sur des décennies de promesses tenues. Pourtant, le contexte offre aussi des opportunités. La crise du coût de la vie favorise les marques de valeur. La sensibilité environnementale peut tourner à l'avantage d'autos simples et réparables, plutôt que de modèles complexes promis à l'obsolescence électronique. Enfin, les jeunes acheteurs se montrent moins attachés au blason premium que leurs aînés. Dacia explore de nouveaux terrains, mais chaque incursion doit rester alignée sur son ADN. Le jour où la marque cède à la montée en gamme pour l'image, elle perd ce qui fait sa force. Le succès de Dacia n'a rien d'un accident. Il vient d'une posture devenue rare dans l'industrie. Respecter le client. Pas d'abonnement pour des fonctions basiques. Pas de pack inutile qui gonfle la facture. Pas d'obsolescence programmée. Des voitures honnêtes à des prix honnêtes. Formellement, cela paraît simple. En pratique, c'est une exécution d'une exigence absolue, où chaque choix technique sert la robustesse, la réparabilité et le coût total d'usage. Pour Renault Group, l'impact a été décisif. Ce qui n'était qu'un rachat jugé exotique est devenu un moteur de profit et de stabilité, capable d'amortir les cycles difficiles tout en finançant le reste du portefeuille. Pendant que Stellantis jongle avec sa mosaïque de marques et que Volkswagen multiplie les déclinaisons, Renault s'appuie sur une stratégie lisible, ancrée par Dacia. La leçon met l'industrie face à une vérité dérangeante. Les clients ne demandent pas toujours plus de technologie.
Ils n'ont pas toujours besoin de complexité. Pour une majorité silencieuse, un moyen de transport fiable, spacieux et économique vaut mieux qu'un blason ou des fonctions superflues. Dacia sert ses acheteurs pendant que d'autres se battent sur des segments premium de plus en plus étroits. 20 ans après le rachat, le verdict est sans appel. Les sceptiques ont été démentis. La marque bon marché s'avère hautement profitable. Les voitures basiques correspondent exactement à ce qu'une part croissante du public recherche. L'industrie s'en porterait mieux si davantage d'acteurs acceptaient d'apprendre de ce modèle. Mais apprendre suppose une forme d'humilité. Reconnaître que le complexe n'est pas toujours meilleur, que le premium ne crée pas toujours de valeur, et que finalement, l'honnêteté bat l'esbrouf.